Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 385 et pour vous accompagner au mieux pendant les fêtes, on va aujourd'hui se replonger dans l'année qui vient de s'écouler en désignant nos meilleurs souvenirs de 2025. Alors, quels combattants, quel fight, quel chaos nous ont le plus marqué, qui a fait la meilleure percée, quel Français mérite d'être honoré pour ses performances sur les 365 derniers jours? Et doit-on faire parler la raison ou les émotions au moment de faire ce bilan? Connaissant Baba, le pilier du RMC Fighter Club, même quand le cœur parle, l'objectivité n'est jamais très loin. Salut Baba. Salut Charles, ouais c'est vrai, mais non là franchement faut faire parler le cœur parce que tu vas jamais pouvoir emporter l'adhésion de tous. On l'a vu avec le Fighter Club Sunday, les votes des fans peuvent être très différents de ce qu'on pense. Moi là je vais faire parler mon cœur et ma raison puisque les deux sont très liés, mais ce sera mes choix en tout cas. Mais et quand on voit aussi les votes qui ont été faits par les fans, et il y a eu beaucoup de votes sur les réseaux MC Sport Combat notamment, on voit que c'est aussi le cœur qui a parlé pour certaines décisions et on pourra les commenter puisqu'on va évidemment faire le récapitulatif de tout ce que vous avez voté pour cette fin d'année 2025. Et alors a-t-il un cœur? Yacine Zaouini qui est avec nous aussi pour attribuer ses meilleurs souvenirs de 2025. Ça va Yass? Ça va super les gars. Bah écoutez, je reviens moi sur le combat aujourd'hui après une petite semaine pour rien vous cacher à bosser sur le foot, sur la Coupe d'Afrique. Ouais. Plaisir en cette fin d'année de débriefer cette année qui a été ma foi riche pour le combat. On va voir si on est d'accord avec les fans. Du cœur j'en ai, est-ce que ce sera le même que le vôtre? Exactement, c'est ça qu'on verra. Et puis en plus, Baba, on a pu assister à quelques événements, mais Yass, il a assisté à beaucoup d'événements, donc le cœur parle aussi à travers les expériences vécues par rapport aux événements auxquels tu as pu assister. Combien de numérotés t'as fait cette année, tu sais ou pas? Au moins 5 minimum, ouais, minimum 5. Donc voilà, t'as assisté à beaucoup de choses. Et d'ailleurs on te voit souvent, nous quand on est en plateau, en régie ici, on voit souvent la tête de Yass ou de Hugo qui voyage aussi beaucoup, qui est au premier rang juste derrière. Donc on mesure aussi la chance que vous avez de pouvoir voyager et vivre ces émotions au plus près. Allez, c'est parti les gars pour un RMC Fighter Club qui revient sur ce qui s'est fait de mieux d'après nous en 2025. Et comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous, quelles que soient les plateformes. Et si vous êtes sur YouTube, on attend vos retours évidemment, car vous avez forcément vous aussi vos coups de cœur de l'année à nous soumettre. Allez, d'un point de vue général, d'abord Baba, comment est-ce que tu juges l'année qui vient de s'écouler? D'abord pour le MMA avec les champions dominants et imposants comme Makhachev, Topuria, Pereira ou Chimaev. La petite musique qui court en ce moment, c'est on vit la meilleure époque de l'histoire du MMA et donc de l'histoire de l'UFC, car les deux sont assez liés, ça c'est clair. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Est-ce que pour toi aussi, on vit la meilleure époque de l'histoire de ce sport? Toi, tu me sèches d'entrée d'émission. Je sais que j'ai tendance à être un peu passéiste, donc c'est dur pour moi de répondre spontanément à cette question quand j'ai vécu le début des années 2000 avec le Pride et tout. Maintenant, objectivement, rien que quand tu regardes à l'UFC, si je dis pas de conneries, la ceinture a changé de main dans 9 catégories de poids. Et moi, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool quand le sport avance, quand les nouveaux arrivent, quand les promesses sont répondues, entre guillemets. Donc ouais, c'est quand même une très belle époque pour être fan de MMA. Ouais. Ouais, c'est une belle époque. Yass, qu'est-ce que tu penses, par exemple, sur la photographie qu'on a sur cette fin d'année 2025 par rapport à comment on a terminé 2024? On a troqué par exemple Jones pour Aspinall à l'UFC chez les lourds. Il y a Duplessis qui a été remplacé par Makhachev chez les moyens. Il y a eu les chaises musicales aussi entre les moins de 66, les moins de 70, les moins de 77. Et en fin d'année, alors c'est peut-être ça qui va ternir un tout petit peu pour beaucoup la photographie générale de la fin. Pantoja et Merab ont perdu leur trône au profit de mecs très très forts aussi. Comment est-ce que tu estimes cette fin d'année 2024 face à cette fin d'année 2025 par rapport aux champions qui sont en place? Comme je le disais, une année qui a été riche pour nous sur le combat de manière générale, pas que sur le MMA, en boxe aussi, c'est passé beaucoup de choses. Un sport qui est en mouvance, un sport qui est en perpétuelle évolution. On voit que ça gagne en notoriété, que les gens s'intéressent de plus en plus à ce sport. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec de plus en plus de monde sur le combat au quotidien. Les champions qui ont beaucoup tourné, des catégories qui se renouvellent, à l'UFC notamment. Tu as parlé de cette chaise musicale, je trouve ça intéressant. Il y a Topuria qui est monté, Islam Makhachev qui est monté, cette catégorie des moins de 77 qui devient de plus en plus intéressante. Mais surtout, hors UFC, on voit que le sport
grandi. Ouais. Des combats franco-français, on pense à Baki Zebo notamment, qui a beaucoup fait parler, ou même au PFL, des Ousmane Nurmagomedov contre Paul Hughes. Ça continue d'intéresser, donc voilà, une belle année 2025. Ouais, Mais belle toi, année. Charles, Ouais. parce que l'année, quand même, Mm. elle est cool. Et je sais aussi que comment tu attaches une grande importance aux champions qui défendent. Mm. Et le fait que le titre ait changé de main beaucoup comme ça, c'est ce qui fait que c'est une bonne année, ou tu te dis, si les mecs avaient tous défendu leur ceinture 2 fois, bah, ça aurait été mieux. Ouais, c'est dur à dire dans l'analyse froide aussi comme ça, mais c'est vrai que, en fait, je vais du coup me disant que ça a beaucoup bougé, je regarde les noms qui sont en place. Ouais. Et c'est vrai que quand je vois les noms quand même qui sont en place, Aspinal, je trouve que évidemment c'est très solide parce que c'est un combattant hyper complet qui représente bien le MMA moderne, qui peut être chez les lourds. Quand je vois que Makhachev est là, et je me dis que Makhachev, même s'il montait de catégorie, il pourrait faire très mal aussi. Et donc que potentiellement c'est un mec qui est très très lent, même s'il était déjà en place dans une autre catégorie précédemment. Je pense que en fait, je me dis que l'époque actuelle, les mecs sont tellement complets que ça en fait peut-être la meilleure époque de l'histoire du MMA. C'est ça que je me dis. C'est peut-être le meilleur groupe de champions qu'on a actuellement. La L'histoire photographie, du alors MMA. c'est pour ça que je l'ai Ouais. dit aussi en intro, j'aurais préféré que Pantoja, pour avoir vraiment une Ouais. photographie quasiment parfaite, Ok, ouais. j'aurais préféré que Pantoja et Merab soient encore champions. Même si Petroyan, il fait un champion magnifique par rapport à ce qu'il a fait à Merab, et on va le voir aussi sur ces votes qui ont été distribués en 2025. Mais voilà, je sais pas si vous partagez ça, mais en fait, ça y est, on est sur peut-être la première génération de combattants 100% MMA, et donc ça fait d'eux des mecs qu'on peut comparer avec les combattants du passé en se disant qu'ils sont peut-être meilleurs qu'eux. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis quand tu parles de profil très complet, parce que un type de combattant qu'on évoque et qui commence à émerger, et c'est normal parce que le MMA c'est un sport jeune mais qui continue à prendre de l'âge, à prendre en maturité, c'est qu'on va connaître de plus en plus de ce qu'on appelle des bébés MMA, Ouais. c'est-à-dire des combattants qui ont commencé par le MMA, notamment Paddy Pimblett. On en parle souvent pour Saladin Parnasse en France en disant que c'est le premier bébé MMA français. Tout à fait. Et donc c'est le cas aussi pour les champions qui sont arrivés récemment à l'UFC. Bah même Paddy Pimblett, voilà, j'allais l'évoquer. Alors lui, on peut parler de bébé MMA parce qu'il s'est mis très très rapidement dedans, même si on sait que son background, voilà, c'est le jiu-jitsu brésilien. Mais aujourd'hui, c'est des combattants qui savent tout faire. C'est des combattants qui, comme tu le disais, bon, on sait Baba que t'es attaché, voilà, à l'ancienne époque. Quand je regarde la photo où t'avais comme champion John Jones, t'avais José Aldo, t'avais Dominique Cruz, t'avais Georges Saint-Pierre. Ouais. Anderson Silva. Ouais, Anderson Silva, pardon. Ouais. Il y a compétition, quoi. Après, peu importe les sports, j'ai l'impression que en traversant les époques, en traversant les époques, les grosses têtes perdent un peu en aura. Si on fait la comparaison, dans le foot, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, on a moins de grosses stars, on a moins de grosses icônes qu'avant. Le niveau général est meilleur. Ouais. Ce qui reste quand même, mais on s'en rend compte semaine après semaine, parce que quand on fait des émissions, on essaye de récolter aussi les stats. Il y a des stats, par exemple, le 16 combats d'affilée remporté par Anderson Silva qui vient d'être égalé par Islam Makhachev. Ouais. Tu dis que c'est un truc, quoi qu'il arrive, il restera dans les époques. Même si Islam passe à 16, 17, 18, 19, tu te diras, tu vois, c'est des trucs qui restent dans les époques. Le nombre de takedowns qui avait été réussi par Georges Saint-Pierre, il s'est fait dépasser par Merab, mais ça restera aussi. Ouais. Ça prouve une certaine domination technique sur ses adversaires de l'époque. Ce qui est dur, c'est la comparaison avec les mecs actuels en disant, est-ce que ces takedowns, il aurait pu les réussir contre Islam Makhachev, par exemple? Ou est-ce que si Georges Saint-Pierre avait été là, est-ce que Islam aurait dépassé ou égalé Anderson Silva avec 16, tu vois ce que je veux dire? Même si les catégories concordent pas forcément au niveau des moments, parce qu'il a commencé plus léger, etc. pour Islam, mais cette comparaison, elle est dure à faire. Elle est toujours dure. Ouais, elle est dure, mais c'est ça qui la rend intéressante bien aussi, sûr. Parce que plus on en parle, plus on se forge un avis par rapport à ce qu'on a comme bagage. Et c'est vrai qu'on se dit quand même que. Mais rendez-vous dans un an aussi pour en reparler. Bien sûr. Rendez-vous dans un an en se disant, est-ce que les mecs qu'on a cités là, qui sont champions actuellement, est-ce qu'ils seront encore champions fin 2026? Et là, ça pourra aussi donner de l'eau à notre moulin par rapport à ce qu'on est en train de dire tout de suite. Ouais. Donc, je l'espère avec vous deux et peut-être d'autres personnes de la rédaction. Rendez-vous fin 2026 pour reparler de tout ça. Allez les gars, on s'attaque au gros morceau, donc avec le meilleur du MMA sur cette année calendaire. On va aussi en parler en lien avec les votes des internautes qui ont été réalisés sur 9 catégories différentes ces dernières semaines sur les plateformes en ligne d'RMC Sport Combat. On va élargir encore un peu plus le spectre aujourd'hui et on va pas garder le suspense bien longtemps parce qu'on va commencer avec peut-être la catégorie, les deux catégories qui nous importent le plus, c'est-à-dire le meilleur combattant et la meilleure combattante
combattante de l'année. Il y avait 4 noms qui avaient été soumis au vote sur les plateformes RMC Sport, qui avaient d'abord été sélectionnés par la rédaction RMC Sport Combat. Je vous les donne et on en parle. Joshua Havan, Nassourdine Imavov, Merab Dvalishvili et Islam Makhachev sont cités pour être le meilleur combattant de l'année à l'UFC. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre vainqueur? Et peut-être que votre préféré à vous n'est pas dans ces 4 noms-là. Baba, je te laisse commencer. Pour qui est-ce que toi, tu as voté? Moi, j'ai croisé à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. Moi, je l'avais croisé à Budapest. Ouais, tu vois, c'est Islam Makhachev. Je pense, comme je l'ai dit durant le Sunday, c'est le meilleur combattant que j'ai vu dans une cage cette année. Une belle grosse mention à Merab Dvalishvili qui a 3 défenses de titre, qui passe pas loin d'une 4e. Bon, c'est relatif parce qu'il fait quand même dominer dans ce combat-là. C'est dommage pour lui parce qu'il a osé être grand. Il a osé être grand, Merab. C'est ça qu'il a voulu faire cette année. Sauf qu'il échoue sur la dernière marche pour être grand, pour rentrer dans cette discussion de légende. Et c'est un sport cruel parce que tu perds. Et du coup, tu perds, ça t'élimine de cette conversation du combattant de l'année. C'est très dur ce que je suis en train de dire parce qu'il fait une année de malade mental. Ouais. Mais voilà. Et là, je suis obligé de dire que, pour moi en tout cas, c'est Islam Makhachev. C'est l'essence un peu de ce sport. Hein. C'est difficile, c'est cruel, mais comme on dit, tu descends avec l'ascenseur, tu remontes par les escaliers. Merab, ce qu'il a fait, c'est énorme. Il a pris tous les risques qu'il fallait pour aller chercher cette grandeur, pour aller chercher ce statut. Malheureusement, il a échoué à la dernière marche. Qu'est-ce que tu vois, Yass, alors? Je rejoins Baba sur ce qu'il dit sur Islam Makhachev. Je suis totalement d'accord. Cependant, mon combattant de l'année, c'est Joshua Havan, parce que destin incroyable, parce qu'il marque l'histoire lui aussi à sa façon, en devenant le second champion le plus jeune de l'histoire de l'UFC, juste après John Jones. Il dépasse José Aldo. Il est le premier champion aussi à l'UFC, né dans les années 2000. Et comme je le disais, destin incroyable parce que déjà, combattant très actif, 4 combats sur cette année 2025. Il accepte de combattre Tsuruya, il me semble, au mois de mars, donc, qui est le premier combat entre 2 combattants à l'UFC né dans les années 2000. Ouais. Encore une fois, il marque l'histoire quelque part. Il prend Bruno Silva au mois de juin, qui gagne. Il accepte au pied levé, 15 jours plus tard seulement, d'affronter Brandon Royval dans un combat qui deviendra peut-être, on le verra juste après, celui de l'année. Et en fin d'année, il marque l'histoire, avec le contexte et avec la façon dont ça se passe. Mais malgré tout, c'est lui qui a la ceinture autour de la taille aujourd'hui. Comme on dit, le combat, c'est un champ de bataille, peu importe ce qui se passe. Il l'a créé quelque part, voilà, cette situation avec Pantoja. Ouais. Donc pour moi, c'est le combattant de l'année. Alors, d'après les votes en ligne, Joshua Havan, seulement 2% des votes récoltés en sa faveur. C'est dur, les fans sont durs. Le deuxième, c'est Nassourdine Imavov avec 27% des votes en sa faveur. Ouais. Merab Dvalishvili à 30% et Islam Makhachev. Et moi, je rejoins Baba à 41%. Islam Makhachev, le combattant de l'année. Moi, je mettrais aussi Islam parce que pour moi, c'est le numéro 1 pound for pound. C'est le mec qui bat tout le monde. C'est un mec qui, en début d'année, alors on parle toujours des short notice de la part de celui qui vient, mais finalement, il doit prendre Saroukian. Il s'adapte à Moïcano et il met aussi peut-être l'une des soumissions de l'année. En tout cas, il est soumis au vote. On verra si c'est lui qui l'a emporté. Et puis là, ce qu'il a réussi à faire à JDM, à Jack Della Maddalena, c'est assez fou. En montant de catégorie, en réussissant complètement à l'empêcher de boxer, même si on sait qu'au mois de mai, quand Belal Mohamed avait affronté Jack Della Maddalena et c'était péché d'orgueil, il avait voulu boxer, il était allé moins à la lutte et c'est peut-être ce qui lui avait coûté le combat. Là, il y est allé, il n'est pas passé par 4 chemins, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est dingue comme il s'est imposé, Islam. Il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Maintenant, je pense que tous les 3 autour de cette table et la plupart des observateurs sérieux du MMA pensaient que ce serait un combat très difficile pour Islam Makhachev. Son coach Habib l'a dit lui-même, ce sera le combat le plus dur de notre carrière. Il s'est rendu le combat facile, et il a dégoûté un champion qui est difficile. Et JDM, il va continuer d'exister dans cette catégorie. C'est pas comme si demain il va s'éteindre. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il gagne son prochain combat et qu'il va avoir une deuxième chance pour récupérer sa ceinture. Ouais. Donc, c'est une très très grosse victoire. Maintenant, il a raison, Yass, sur le fait que Joshua, il fait une année de ouf. Et c'était important. Ouais. Moi, tu sais, Merab et Joshua, ils étaient dans la conversation tous les deux. C'est juste qu'Islam m'a vraiment impressionné dans sa victoire. Je pense que Joshua Havan, il y a d'autres... Il y a d'autres catégories dans lesquelles il pourrait être récompensé. Ouais. On va aussi en parler et il mérite bien des honneurs en 2025. Mais sincèrement, même si il bat Pantoja et que cette chute, il la provoque. Voilà, il provoque cette chute. Mais je pourrais pas mettre
en combattant de l'année un mec qui est arrivé sur le trône avec cette manière de gagner. Même si la victoire, elle est réelle, c'est un verre Ouais, je et vois il ce l'a que tu veux dire. provoqué, tu vois, mais ça, même s'il a battu 2 anciens champions, enfin champions en activité avec Pantoja et puis il bat Royval aussi, mais non, je peux pas le mettre combattant de l'année, tu vois. En fait, ce qui est fou pour moi à propos de Joshua Van, c'est que à son âge, les gens devraient être en compétition pour être le rookie de l'année. Ouais. Lui, il est en compétition pour être le combattant de l'année. Il est champion à 24 ans, c'est juste dingue. Moi, c'est. Ouais, mais c'est déjà arrivé que des mecs, John Jones, José Aldo, quand Ouais, mais John quand Jones, il on arrive. parle du GOAT potentiellement quand même. Ouais, mais alors ça, on peut le dire avec le recul, justement, on parle du GOAT, mais c'est déjà arrivé. Je veux dire, c'est pas complètement inédit. D'ailleurs, il arrive champion un tout petit peu plus tard que John Jones, Joshua Van, et que José Aldo, qui avait été transfuge. Juste le fait de qu'il soit dans la l'organisation même phrase précédente. que ces deux grands monsieur, déjà, Non, ça c'est- témoigne de quelque chose. C'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, il faudra voir sur la suite. Je vais pas te mentir, Joshua Van, moi, je kiffe le combattant. Il est hyper cool à regarder, il est vraiment génial. Le truc, c'est que dans sa catégorie, en fait, j'ai pas la certitude que c'est le meilleur aujourd'hui. Alors, c'est pas ce que je Ça suis en doit train de pas te compter, dire. ça doit pas compter. En vrai, ça doit pas compter pour l'année 2025. C'est une année calendaire, t'as raison. Tout à fait. Il a fait ses 4 combats, il les a gagnés, il y a pas de souci là-dessus. Et c'est moi, c'est mon biais à moi, en fait, de me dire, ouais, en fait, ce combat contre Pantoja, il me saoule, quoi. J'arrive pas à... Je suis le premier, Mais- non, mais je suis le premier à vous dire, moi-même, que le combat, tu le fais 10 fois sans l'incident du bras cassé et du coup de qui se disloque. Pantoja, il le gagne 10 fois. Mais c'est le destin de ce combattant, Ouais, faut c'est ce rester qui s'est franc, t'as passé. raison. Les gars, Ouais. on parle de l'année 2025, on reparlera de l'année 2026 à la fin de l'année Ouais, 2026. Ouais, t'as raison, faut rester froid. C'est moi pareil. Alors, il va falloir qu'on avance parce que je crois qu'on a 12 catégories Ouais, dont il on faut- va aller vite. dont il faut tout voir, mais bon, c'est Mais c'est le combat de l'année, c'est important. Le déjà, combattant de l'année, juste c'est important. rectification, j'ai dit Royval champion, c'était ex-challenger à la ceinture. Juste. Moi, cette année, peut-être que je pourrais la récompenser, mais pareil, j'ai envie d'en reparler dans 2 ans. Parce que s'il perd à sa première défense, Joshua Van, je te dis, ah non, cette année, tu peux pas tu vois ce que je veux dire? Limite, je pourrais te le mettre dans cette catégorie, pas autant que Makhachev, mais voilà, le considérer vraiment comme un des combattants de l'année. Si dans 2 ans, je vois qu'il a confirmé, qu'il a délivré dans ce qu'il a fait par la suite, tu vois, c'est là où moi, je serais OK pour le placer dans cette catégorie. Mais parce que c'est une montée en puissance, parce que en début d'année, je crois qu'il est 12e. 12 ou- Il est 12 avant il est le combat 12. contre Royval. Voilà, quand il entame Royval, il est 12e Ouais. de cette KT et finalement il termine champion. Ça c'est à mettre, Ça, c'est mais fort. voilà, plutôt en rookie, plutôt en mec qui monte, plutôt que pour moi en combattant de l'année. Et l'autre aspect que j'aimerais aborder, est-ce que c'est un regard qui est un peu différent outre-Atlantique sur ce qui s'est fait sur le site Tapology par les votes? Le combattant de l'année c'est Merab, et sur ce qui est fait sur le site de l'UFC, le combattant de l'année c'est aussi Merab. C'est-à-dire que malgré la défaite, les Américains, que ce soit les fans sur Tapology ou alors je sais plus comment sont faits les votes sur le site de l'UFC, mais ils ont mis Merab. Pour moi, c'est super cool eh, de faire ça. Ouais. Est-ce que sans cette défaite, s'il n'avait pas combattu du tout au mois de décembre, il serait resté sur 3 défenses de ceinture? Est-ce que Merab, ça aurait été votre Oui. combattant de l'année? Oui. Ouais. Oui. S'il combat pas en décembre, pour moi, c'est le combattant de l'année. Ouais, clairement. Et il est quand même candidat au combattant de l'année malgré la défaite. Même, je choisis moi de l'éliminer parce que Makhachev existe et qui fait la perf qu'il fait. Mais je garde quand même Merab. Si je devais faire un classement là, je garde Merab quand même devant Joshua Van. C'est le respect que je vais lui donner par rapport à son année, tu vois. Tu partages ça, Yas, pour terminer? Ah, j'entends totalement. En fait, Merab, ce qui est fou avec lui, c'est que c'est devenu ce qu'on appelle un fans favorite. C'est devenu un chouchou en fait du public, alors qu'il n'a pas changé. Ouais. Il a un style qui habituellement déplaît, c'est-à-dire qu'il va beaucoup chercher la lutte, il bloque beaucoup, ses adversaires réussissent en général à se relever, mais malgré tout, aujourd'hui, il est adulé en fait. Ouais. Et il est dans cette conversation totalement. Il échoue, comme on le disait, à la dernière marche, mais s'il le réussit, je pense même que tu peux le mettre devant Islam Makhachev. Oui. Ouais, c'est ce Ah que oui, disait oui, oui. Baba, S'il gagne, oui. Mais Ouais, donc, je le mets devant. pour toi aussi, s'il y a 3 défenses de ceinture qui s'arrêtent là, c'est le combattant de l'année Merab. Tout à fait. Il aurait passé Joshua Van. Tout à Donc fait. Merab passe Joshua Van, mais pas Islam Makhachev pour toi. Ah, en fait, c'est un tout. Islam Makhachev, c'est l'aura. Franchement, Ouais. j'ai l'image en tête de quand Khabib lui ramène les 2 ceintures d'un coup. Le Ouais, plan à la fort. caméra, il est juste incroyable, quoi. C'est très très fort. Donc on le répète, combattant de l'année, en tout cas pour vous qui avez voté, c'est Islam Makhachev et c'est partagé en grande partie sur le plateau du RMC Fighter Club. On passe à la combattante de l'année les gars maintenant, avec 4 noms qui sont ressortis et qui ont été proposés au vote. Mackenzie Dern, Kayla Harrison. On a derrière évidemment Manon Fiorot et nous avons aussi Valentina Shevchenko, Baba, qui est la combattante de l'année pour toi.
Bon, je crois que c'est clair, hein, on va pas épiloguer, c'est Valentina, hein. Ouais. Elle bat les 2 des meilleures combattantes féminines actuelles au monde. Elle bat Manon Fiorot dans un combat serré, mais elle se fait respecter. Ouais. En remportant 3-2, hein, je pense qu'on est tous d'accord, hein, que Tout à c'était fait. 3-1. Et puis derrière, elle écarte Weili Zhang. Pas de débat possible. Pas de débat, pour moi, il n'y a pas de débat. Ouais. Elle n'a Yes. pas existé, Weili Zhang. Ouais. Dans un Va- combat contre Manon Fiorot. Valentina, juste pour toi, combattante de l'année Ah, aussi. tout à sans fait, débat, oui, ouais. non, Ouais. zéro débat. Valentina, dans ce combat contre Manon Fiorot, où justement elle avait ce désavantage physique, où Manon, elle était beaucoup plus grande, elle a su quand même se faire respecter. À l'inverse, contre Weili, on a vu qu'il y avait des différences de gab. Elle lui a marché dessus et malheureusement, elle n'a pas existé, Weili. Alors que ce qu'elle avait fait un peu plus tôt dans l'année, c'était juste extraordinaire. Mm. Moi, j'avoue que je ne la voyais pas faire cet exploit parce que ça aurait été un exploit si elle avait battu Valentina Shevchenko. Ouais. Mais là, c'est qu'elle n'a pas existé du tout. Elle a rendu ça facile. Et c'est le propre, justement, des combattants d'élite, c'est de faire paraître ton adversaire pour un amateur. Ouais, exactement. Du coup, les votes qui ont été faits sur Internet par vous, Mackenzie Dern, 7%, suit Kayla Harrison avec 13%, Manon Fiorot à 18% et Valentina Shevchenko très très loin devant à 62%. Ouais. Je pense que voilà, là c'est clairement une année où il n'y avait pas d'autres possibilités de vote. Bon, même si les pourcentages sont répartis, mais Valentina Shevchenko, elle s'impose très clairement. À voir ce que va faire Kayla Harrison en 2026, puisqu'il y a un très très gros combat qui arrive contre Amanda Nunes. Est-ce que Valentina sera capable de garder des performances aussi constantes? Déjà, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi constante en 2025. Est-ce qu'elle pourra aussi réitérer? Tu le disais aussi dans le Fighter Club Sunday, Baba, tu disais il y a 20 ans, tu la voyais déjà sur le circuit Ouais, c'est en fou. pied-point. Elle est encore là, au top niveau. Elle est combattante de l'année 2025, alors que déjà en 2005, elle était sur un circuit en En pied-point. 2005, elle était déjà à sa C'est, 3e médaille d'or à l'IFMA. Quoi. Donc Enfin, c'est n'importe quoi. c'est juste fou ce qu'elle fait. Et je pense effectivement que c'est une catégorie qu'on peut passer parce qu'il n'y a pas trop de débat. Et Valentina Shevchenko. Et bien évidemment, que ce soit pour vous ou pour nous, la combattante de l'année 2025 en MMA. On va parler maintenant du plus beau KO de l'année. Voici les prétendants qui avaient été désignés, les 4 qui avaient été soumis au vote, avec Salkild contre Akparast, Prates contre Neal, Murphy contre Pico et Ruffy contre Green. Voici les 4 combats qui ont été soumis à ce vote pour le plus beau KO de l'année. Baba, quel a été ton KO préféré cette année? Dur. Vous pouvez déjà donner votre préféré dans celui-ci. Et s'il y en a un autre qui sort aussi des 4 propositions, n'hésitez pas à le mentionner. Non, c'était dur. J'en avais 2 qui sont restés très hauts pour moi. Coup de coude retourné de Liron Murphy sur Aaron Pico, parce que déjà, c'est moi, les coudes, je kiffe ça. Mm. Je sais à quel point c'est difficile de placer un coup de retourné dans un combat. Juste en placer un, c'est difficile. Dans ce timing-là, pour gagner par KO, éteint la lumière, c'est exceptionnel. Maintenant, tous les 3, on est liés par un KO cette année à Abu Dhabi. Qui nous a choqués, qui m'a choqué. On était tous les 3 à des endroits différents en plus de l'arène, donc c'est assez marrant, parce que toi, tu étais en régie, et à ce moment-là, tu es en bas, toi. Je suis en bas avec Tu es en Antoine. bas avec Antoine, Tu le et vois, moi, je viens de toi, monter. tu dis, t'as le dos tourné. Moi, j'ai à le ce dos tourné, moment-là, je vois donc pas, ouais. Tu le vis, en fait, tu le vis dans Je le vis, ouais. l'ambiance, quoi. Et puis après, je vois que le mec, je vois que Akparast est au sol après avoir pris. Je sais même pas qu'il a pris un high kick. Ouais. Tout ce que je sais, c'est qu'il est face contre terre. Et je demande au gars qui me met les micros, mais est-ce qu'il est mort? Réponds-moi en fait. Est-ce qu'il est mort, le gars, quoi? Ouais. Et je regarde, il y a Laurent Dupuis qui est là aussi. Je regarde Laurent, je dis, mais est-ce qu'il est mort, le mec? Répondez-moi en fait. Personne ne me répond. Moi, j'arrête de mettre le micro. Tant que le mec il se réveille pas, je veux pas regarder, quoi. Donc, même si je préfère techniquement le KO de Léron, ce KO-là m'a choqué et je vais le laisser devant. Ouais, Salkild contre Akparas, 25 octobre à l'UFC 321 d'Abu Dhabi. Et puis c'est vrai, tu l'as vécu aussi. Tu vas nous dire si c'est celui-là que tu mets devant, et peut-être juste comme toi aussi tu l'as vécu sur place. Mais ça, c'est un truc où moi aussi, c'est vrai que je suis en régie à ce moment-là. On préparait quelques deux. Et en fait, c'est juste un truc où le temps s'arrête, où tout le monde fait. Ok, il y a un silence de 1 ou 2 secondes. Et là, tout le monde regarde en disant qu'est-ce qu'il... Et tout le monde s'arrête de faire tout ce qu'il est en train de faire et regarde ce qui est en train de se passer. Et le premier truc, c'est de dire mais c'est ça, est-ce que le mec va se relever? C'est l'instinct un peu primaire qu'on a quand on voit des KO comme ça, en disant est-ce que le mec va se relever? Bon, je sais plus si c'est relevé tout de suite ou alors si ça a été il a mis du temps, des minutes. C'était très long. En tout cas, c'est un des très gros KO de cette année 2025. Lequel t'as préféré, toi, Yass? Le même. Le même, c'est celui-là. aussi Salkild. Il a récolté 14% des votes. Je vous donne le classement après. Alors, moi, j'étais en bord de cage avec Antoine Simon à ce moment-là, au niveau du post-com. Quand on le voit, on entend le bruit du pied qui claque au moment de l'impact. On voit le KO à l'image de tout le public dans la salle. On est choqué, mais on a une réaction de... En fait, on est venu voir du combat, donc on a vu un beau moment de combat.
mais plus les minutes passent et plus le public devient silencieux parce qu'on commence à s'inquiéter. Parce que c'est pas un combattant qui est resté inerte mais qui a du mal. Là, c'est un combattant qui est immobile Ouais. et on commence sincèrement à se poser des questions. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il est vraiment en vie? Est-ce qu'on va pas assister à un drame? En fait, pour tout ça, pour la puissance de ce chaos, évidemment, je le mets premier. Pour le contexte aussi, parce que Salkild arrive en short notice Ouais. et Akparas était archi favori, il me semble, à ce moment-là. Mais grosse mention au chaos de Leron Murphy, qui est obligé. exceptionnel. Et ça veut bien évidemment souligner encore ce qu'on disait en début d'émission, qu'on va faire parler aussi les sentiments, parce que tu disais, il y en a un techniquement que tu as préféré, mais celui-ci, vu que tu l'as vécu dans ces conditions-là C'est aussi, beaucoup de choses. ça joue, et puis il mérite totalement. C'est vrai que quand je l'ai revu encore tout à l'heure, on a l'impression qu'il est au ralenti, parce que finalement, Akparas, il commence à baisser sa garde parce qu'il pense que ça va arriver en middle, et du coup, ça dégage un petit peu le visage, et là, il est séché, et il est à terre 2 secondes. Ouais, après, c'est quoi. clair. Et puis un combat qu'il avait bien commencé avec Parast en plus, mais ouais, moi c'est vraiment les émotions qui parlent pour ce choix-là, parce que en plus tu sais, ça fait plus de 20 ans que je regarde des combats en me demandant est-ce que je vais être témoin un jour d'un mec qui se relève pas. Et tu sais, il y a cette peur-là qui s'en ira jamais en fait. En pied-point, c'est jamais arrivé à ce point-là, que ça a dû arriver quand même. Malheureusement pour moi, j'ai un gars à moi qui a Ouais. subi un KO avec des convulsions. C'est pas relevé tout de suite. Ah, c'est traumatisant. Ouais. Franchement, et tout le reste c'est traumatisant derrière, tu vois. Le masque à oxygène, la protection civile, l'hôpital, enfin tu penses à tout ça. Et moi en plus quand t'es coach, enfin c'est Ouais, catastrophique. t'endosses une forme de responsabilité. Quand on est Ouais, comme ouais. ça. Surtout que le contexte est particulier. Je l'avais expliqué un petit peu à la rédac, mais voilà, je voulais pas trop que le combat se fasse, donc j'aurais dû m'écouter plus. Enfin bref. Ouais. Et je me demande toujours, est-ce que un jour, voilà, je vais regarder un combat comme l'explique si bien Yass en fait. Au début, tu dis, je suis venu voir un combat, waouh, génial. Putain, je suis excité. Ouais, mais relève-toi quand même, quoi. On n'est pas venu voir un mort, quoi. Et je me demande si un jour je vais voir ça. Et je me suis dit, la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est ça y est, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, en fait. C'est le jour où moi je viens kiffer, le jour où on m'envoie à Abu Dhabi faire mon nouveau métier et que je kiffe. Ouais, t'as eu vraiment ce sentiment-là sur Akparas. Merde, quoi, putain. Ouais. Donc, ouais, j'ai un moment de flottement. Même quand on commence le plateau avec Thomas Desson, je suis encore un peu putain, Ouais. chaud, quoi. Bon, en tout cas, il a été le deuxième vote du public, Salkild contre Akparas, avec donc 14%. Il a été le troisième, pardon. Du coup, je vais commencer par le vainqueur avec Rufi contre Green, qui a pris 62%. 8 mars dernier, UFC 313. D'ailleurs, le Salkild Akparas, c'est le seul qui n'est pas un court tourné. Parce que les trois autres qui ont été mentionnés, c'est à chaque fois des courts tournés. Donc, Rufi Green, vainqueur pour le public, 62%, très très largement. Là, c'est un des plus gros écarts qu'il y a dans chacun des votes. Avec donc ce court tourné, avec une gauche qui est envoyée d'abord, il oblige Green à reculer. Et puis, donc, le coup de pierre tourné, parfait, plein visage, lumière éteinte directement, 62%. Murphy contre Pico, 16 août dernier, UFC 319, Perf of the Night. KO numéro 1 sur le site UFC, pour les fans américains donc. Coup de coude retourné, point d'orgue d'une année qui aurait été très bonne pour Leron Murphy, avec notamment une victoire aussi contre Josh Emmett. Et puis donc celui qui a récolté le moins de votes, Prates contre Neal, 16 août dernier, UFC 319 à Chicago. C'était un coup de poing retourné aussi. 12 victoires d'affilée quand même pour Carlos Prates, hormis cette défaite contre Ian Gary, mais 12 victoires d'affilée par KO ou TKO. Donc c'est vraiment aussi l'agressivité de Carlos Prates qui avait été récompensée sur ce combat-là. 62%, vous le comprenez quand même, le coup de pierre tourné de Maruti Rufi contre Green. Complètement. Le KO est magnifique, il n'y a rien à dire. Le KO il est magnifique, et si je l'avais vécu en bord de cage, peut-être que j'aurais aucune hésitation. Moi, je mets quand même celui-ci, KO de l'année. Je trouve que c'est celui, enfin, visuellement, ce genre de coup de pierre tourné, c'est juste quand ça tombe au bon endroit, parce que c'est souvent tenté, mais quand ça tombe comme ça au bon endroit, et qu'en plus ça a été préparé en amont, comme là il l'a fait avec, alors c'est pas vraiment une fin, mais il envoie une gauche, et finalement, en fait, avec cette gauche, il se permet d'avoir la distance parfaite pour envoyer ce coup de pierre tourné. Et c'est là où le timing est parfait. Et visuellement, je le trouve trop beau. Donc pour moi, ce sera le KO de l'année. Et pour vous deux, ce sera celui que vous avez vécu à Abu Dhabi, dans la salle, avec ce Salkild contre Akparas. On va passer, les gars, à la plus belle soumission de l'année maintenant, avec les 4 nominés. Bahamondes contre Turner, Silva contre Mitchell, Dvalishvili contre O'Malley et Makhachev contre Moïcano. Baba, comme de tradition, à toi l'honneur. Ouais, j'aime beaucoup les étranglements en triangle, donc j'aurais pu choisir Bahamondes, parce que c'est vraiment ma technique préférée de grappling, en tout cas. Mais franchement, celle de Jean Silva, elle est flippante. Elle est flippante, t'as l'impression qu'il va lui dévisser la tête. On a un spécialiste du grappling en face de moi, donc il pourra en dire un peu plus. Mais c'est celle qui m'impressionne le plus. Donc je vais aller sur celle de Jean Silva. Ouais.
C'était intéressant, Yes. ouais, Jean Silva. La mienne, ce sera celle d'Islam Makhachev sur Moïcano. Parce que déjà, number one, pound for pound, c'est pas n'importe qui la met. Et surtout, ma soumission préférée, Darce Choke. Et enfin, c'est une soumission, quand tu la regardes, qui a du caractère. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que Autoritaire. Moïcano, il effleure, il me semble, Makhachev, il le touche. Et puis là, Islam, il se dit, OK, t'as beau être dans le top 10 de l'UFC, j'ai décidé que maintenant, tout de suite, je vais te finir. Mm. Il lui montre, en fait, c'est un enfant, il a décidé de le finir sur l'instant, et il l'a fini sur l'instant. Et vous voyez la puissance avec laquelle Moïcano tape. Il Ouais. a le temps de taper je ne sais combien de fois. Ah, il tabasse son dos. Non, mais la pression, à mon avis, qu'Islam effectue lorsqu'il te verrouille dans sa darse, c'est effrayant. Donc sa prise est différente, non? D'une darse un peu traditionnelle. Ouais, lui, il la ferme pas complètement. En fait, il la ferme au niveau de l'avant-bras. Mm. Et je connais un gars dans ma salle, Mougoudine, big up à lui, qui la ferme comme ça. Et ouais, très très grosse pression. J'espère qu'il écoute le Fighter Club parce que tu viens de le comparer à Islam Makhachev quand même. hein. Suivez-le près. J'espère qu'il sera ravi de cette petite dédicace parce qu'elle elle vaut le détour. Bon, en tout cas, Makhachev Moïcano, ça a été celle qui a été plébiscitée par les votes du public. Là, c'est plus serré, 33%. Dvalishvili contre O'Malley est à 25%. Silva contre Mitchell est à 23%. C'est donc ton vote, Ouais. Baba. Et Bahamondes contre Turner est à 19%. De mon côté, je vais plutôt mettre Silva Mitchell aussi parce que, en fait, je le prends aussi comme un contexte de combat. Il y avait beaucoup d'animosité entre les deux. C'était assez chaud. J'ai aimé l'avant-combat entre eux. Je trouve que c'était pas surfait parce que Mitchell, on sait qu'il a un peu cramé de la tête et Jean Silva, on sait que lui aussi, c'est un bon trash talker, mais que ça vient assez du cœur. Et en fait, j'aime bien voir des soumissions quand les actions commencent debout. Et je trouve ça aussi très fort. Tu vois, visuellement, je trouve ça assez beau de réussir à maintenir une position et en tout cas même à savoir l'adapter une fois que ça va au sol. Et donc, en la voyant comme ça, c'est celle qui, dans mes souvenirs, cette année m'a procuré le plus d'émotion en me disant, ouais, c'est fort ce qu'il a fait là. Sur l'avant-combat et sur ce qui s'est passé aussi sur cette action-là. Donc, de mon côté, je vais récompenser la même que Baba, Silva contre Mitchell. Je le rappelle, Bahamondes Turner, 19% pour vous. Silva Mitchell, 23%. Dvalishvili O'Malley, 25%. Et Makhachev Moïcano, 33%. À noter quand même que Makhachev, il a réussi à placer donc une soumission à Moïcano. Ça n'avait plus été fait depuis Brian Ortega en 2017, qui avait placé la dernière soumission à Renato Moïcano, ce qui souligne aussi la performance ce soir-là du numéro 1 pound for pound, Islam Makhachev, le plus beau combat de l'année maintenant, avec les 4 nommés: Dvalishvili contre Yann, Volkanovski contre Lopez, Prochaska contre Rountree et Royval contre Van. Ouais. Baba, peut-être que tu en as déjà dit quelques éléments tout à l'heure. Je sais lequel tu vas désigner. On t'écoute pour ton combat de l'année. Ah, moi, c'est évidemment Royval contre Van. Moi, Ouais. je peux pas choisir un autre combat parce que tout le monde connaît ma sensibilité, évidemment, pour le combat debout déjà. Même si j'aime bien quand il y a un combat de MMA qui montre tout. Et c'est le cas du combat entre Dvalishvili et Petroyan. Maintenant, Joshua Van contre Brandon Royval, c'est à la fois une guerre, à la fois une bagarre, mais avec un gros bagage technique, avec beaucoup de choses intéressantes défensivement, offensivement, en termes de manipulation du rythme, de changement, de momentum dans le combat. Il y a tout. En fait, il y a tout pour te régaler. Moi, j'ai kiffé ce combat et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les deux et que c'est mon combat de l'année. C'est le combat de l'année pour le site UFC, c'est aussi le combat de l'année pour Tapology. Comme quoi, tu vois, tout à l'heure, il y avait des trucs où tu étais en désaccord, Ouais. ou en tout cas, tu ne mettais pas le premier. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui, de ton côté, Baba, et du côté des fans outre-Atlantique, peut réunir. Yas, quel a été ton combat de l'année? Je vais poursuivre la chanson, je vais encore aller contre vous, les gars. Pour moi, c'est Merab contre Yann. Incroyable. Pour moi, combat de l'année, sans hésiter. Je peux témoigner parce que j'étais en bord de cage et pour celui-ci et pour celui de Royval contre Van, que je mettais combat de l'année jusqu'à Jusque voir celui-là. Merab contre Van. Baba, tu te souviens, je t'écrivais en Ouais. direct, toi qui étais en plateau pendant le combat, round après round. J'étais choqué. Je n'ai pas d'autre mot. J'étais choqué, j'étais stupéfait. J'étais bouche bée, à l'instar de tous les journalistes qui étaient assis à côté de moi. C'était un combat, pour moi, qui combinait tout, puisque dans les deux combattants, il y avait et du caractère et de l'intelligence de combat. Et il y avait de l'intensité. Tu sors à la fin et tu te dis, mais en fait, les gars auraient pu faire 10 rounds. J'ai encore le souvenir de ce middle kick de Ouais. Petroyan qui résonne encore aujourd'hui dans mes oreilles. C'est un combat vraiment incroyable, une performance complètement dingue. Je me souviens de l'orgueil de Petroyan et la réaction à un moment où Merab le prend en guillotine. Il décide de faire quoi ? De le soulever Ouais, tout de le simplement et de l'envoyer. Des phases de scramble de fou.
Vraiment, techniquement, c'était. Je sais pas si on reverra mieux de Cito, sincèrement. Et puis réussir à venir avec un game plan, avec ce à quoi il fallait s'attendre, c'est-à-dire quand même une bonne défense de lutte et réussir à l'appliquer à ce point-là, tout en distribuant son striking aussi, Petroyan. Et c'est vrai que là-dessus, il a été assez fort, assez injouable, et ça en fait le combat de l'année pour les fans RMC Sport. 37% des votes pour ce combat qui a eu lieu le 6 décembre, c'était le dernier numéroté de l'année, et c'est le combat qui a coûté sa place de combattant de l'année, en tout cas ici chez RMC Sport, à Dvalishvili, et aussi pour les fans qui ont voté. Le numéro 2, c'est Prochaska contre Rountree, 35% des votes. Volkanovski contre Lopez devant ton Royval Van, Baba, 18%. Ah non, les fans m'ont déçu, 10%. Et Royval Van, seulement 10%. Ouais, Ils n'ont pas assez d'abonnés sur Instagram. Ouais, je sais pas ce qui va expliquer ça. On n'est pas d'accord, les gars. C'est peut-être... après, voilà, c'est... Alors, Volkanovski-Lopez, ouais, je sais pas, moi, de mon côté, c'est pareil. Alors, on est sur un combat beaucoup moins de puristes, un peu plus de bourrin, mais Prochaska Rountree, j'ai tellement kiffé ce combat. Bah oui, c'était magnifique. J'ai tellement kiffé ce combat. C'est l'intensité, en fait, les deux... Les deux buffles là qui s'envoient des patates dans la gueule, il y en a pas un qui veut reculer. En plus, c'est vrai que toi qui es fan de pieds-points, les points, tout ce qu'ils ont envoyé avec les points, c'est-à-dire qu'ils étaient pile, ils étaient dans la boîte, ils se tenaient un petit peu les bras comme ça en mode Muay Thai, et bim, ça envoyait des coudes, mais il y en a pas un seul qui voulait reculer. Et en fait, ce que j'aime aussi quand même dans ce combat-là, c'est que ça s'est terminé par un finish. Et je trouve que ça vient aussi récompenser un combat, même si c'est pas le Graal, mais ça vient aussi récompenser un combat qui a été aussi tendu, aussi acharné, qui est un finish aussi proche de la fin. Ça arrive, je crois, à 2 minutes de la fin du combat. Et donc ça arrive pour moi au bon moment, parce qu'on a quand même pu kiffer donc 13 minutes de combat intense, et c'est celui dont je garde encore une fois le plus de souvenirs, ce Prochaska contre Rountree. Donc pour moi ce sera le combat de l'année, et donc c'est le deuxième qui a été récompensé par les fans. On le rappelle, Dvalishvili Yan 37%, Prochaska Rountree 35%, c'est mon combat de l'année. Dvalishvili Yan, c'était le combat de l'année de Yas. Volkanovski Lopez 18%, et donc le combat de l'année de Baba. Royval contre Van à seulement 10% des votes du public RMC Sport. Tu voulais juste quand même donner un petit award honorifique à la performance de l'année pour ce combat entre Dvalishvili et Yann. Exactement. Parce que ça vaut le coup de le souligner, même si c'est pas ton combat de l'année. C'est vrai que c'est une performance en fait qui a été commune des deux gars, pour un enjeu qui était maximum, pour une tension qui était maximum, et tu voulais souligner que c'était un fight de fou. Pour moi, en termes de skills, c'était le combat le plus important de l'année, sur le papier déjà. On l'avait bien analysé au fighter. Et Petroyan, il livre la performance de l'année, à mon sens. Mais si tu es objectif, c'est peut-être la performance de la décennie. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait une performance comme ça dans un combat avec autant d'adversité. C'est-à-dire qu'en face, Dvalishvili, il est sur son A-game. Il est là, il est à 100%. C'est juste qu'en face, Yann, comme le Diaz, il était dans une détermination, il était dans un espace différent, je crois, dans sa tête. Et je pense que ce soir-là, en tout cas, il avait toutes les réponses. Il pouvait faire ce qu'il voulait, Merab. Je pense que Yann, il avait toutes les réponses. Et le pire, c'est que Merab a apporté des réponses intéressantes. Il a changé de braquet, il a fait ce qu'il devait faire. C'est juste que Yann s'est mis au-dessus. Et c'est une performance qui doit être notée. Moi, souligner l'instant des 5x5 auxquels on assistait ce soir-là. C'est fou. Pour moi, c'est fou. C'est une des fois où j'étais le plus impressionné dans ma vie par un combattant. C'est vrai que c'est là où tu vois, je repensais tout à l'heure à quand je te disais peut-être que l'année de Joshua Van vieillira mal en fonction de ce qu'il fait pour sa première défense. Ça c'est un instant qui pourra pas mal vieillir. Enfin voilà, c'est juste deux combattants qui ont été au maximum au même moment. De toute façon, ce sera Hall of Fame, mais voilà. Très clairement, un combat qui sera Hall of Fame, qui sera Hall of Fame dans les années qui viennent. On l'espère en tout cas, et ça le mériterait très largement. Allez, on enchaîne le plus gros prospect de l'année maintenant, avec 4 noms qui sont sortis, qui ont été soumis au vote, avec Jacob Smith, Kylian Salkild, Baysangour Susurkaev et Ateba Gauthier. Baba, je sais que tu as un nom aussi qui sort dans ce classement des 4. D'abord parmi ces 4, et ensuite on parlera du nom que toi tu voyais quand même comme le prospect de l'année. Parmi les 4, franchement, Ateba Gauthier, il est impressionnant dans la cage, ça c'est clair. Il fait des choses vraiment pas mal. Salkid, moi j'aime beaucoup, parce que c'est un striker en plus. Maintenant, mon vote, c'est pas un des 4. Mon vote, c'est Kevin Valeros, parce qu'il termine l'année parfaitement, en mettant KO Giga Chikadze, en intégrant le top 15 à la 13e place. 3 victoires, 2 victoires par KO.
En fait, c'est l'année parfaite pour un prospect. Quand on parle de prospect, dans le sens où on l'entend Fighter Club, c'est quelqu'un qui a fait son premier combat en 2025. C'est important de le préciser. Ouais. C'est pas un espoir qui est là depuis quelques années déjà. Sinon, tu as Melchizael Costa, par exemple, qui vient de mettre KO Morgan Charrière et qui mérite aussi d'être. C'est un des plus gros prospects actuels. Sauf que en 2024, Valeros, il n'est pas à l'UFC. Il fait un combat au Dynamite Contender Series. Il fait ses 3 premiers combats à l'UFC en 2025 et il intègre le top 15. Et ce mec-là, ça se trouve, l'année prochaine, il est top 5 et combat pour le titre. Il est vraiment très très fort. Yas, ton prospect de l'année. Mon prospect de l'année, si je dois choisir dans les 4, ça sera Ateba Gauthier aussi, parce qu'impressionné par ce qu'il a apporté tout simplement dans la cage. On en parlait beaucoup avec le collègue Anis Yatou qui réalise les films. On le suit de très près avec d'autres noms. On a hâte de le revoir. Voilà, on sait que son dernier combat, c'était un peu, entre guillemets, un faire-valoir. C'est quelqu'un qui était venu en short notice, mais qui n'était pas vraiment venu pour combattre. Donc Ateba Gauthier, on a vraiment hâte de le voir avec l'adversité qu'il mérite, voir jusqu'où il peut aller dans cette catégorie qui continue de nous divertir. Maintenant, moins de 84 kilos. Ouais, je suis obligé de faire cette même mention que Baba, parce que vous qui me connaissez à la rédaction tous les jours, vous savez que Kevin Valeros, c'est quelqu'un pour qui je suis monté dans le train depuis il y a déjà un grand moment, et je rejoins totalement Baba sur le fait qu'il puisse combattre pour le titre bien plus rapidement qu'on ne le pense. Ateba Gauthier, vainqueur aussi pour les votes RMC Sport, 35%. Il a fait 3 victoires par KO en 2025 avec beaucoup de puissance sur Medina, sur Valentine et sur Vines. Pas de gros nom pour l'instant, mais c'est clair qu'il a imposé sa patte, il a imposé aussi son charisme. 2026, il faudra confirmer aussi, mais le top 15, il est très largement atteignable et assez rapidement. J'ai regardé tout à l'heure la fin de top 15, c'est Daniel Rodriguez, Covington et Goffnil. Donc voilà, c'est des noms où tu dis Ateba Gauthier, sur ce qu'il a montré, il pourra confirmer. Maintenant, il faut quand même qu'on lui mette des tests assez rapidement pour vraiment comprendre qui il est vraiment, parce qu'il y a eu notamment, c'était Vines, c'était le dernier qui était en short notice. Franchement, c'est dur. Et la manière dont il se jette dans son genou, c'est, alors certes, il a aussi la lucidité de pouvoir le faire au bon moment, Ateba Gauthier, mais on voit rarement ça à l'UFC quand même. Voilà, on a eu un combat trop bizarre. Combat très bizarre. En tout cas, Ateba Gauthier, c'est le vainqueur des votes, 35%, Baysangour Soussourkiaev 30%, Kylian Salkild 24% et Jacob Smith à 11%. De mon côté, moi je retiens quand même l'année de Baysangour Soussourkiaev. En fait, il est parti en août des Dana White Contender Series. C'était le 12 août, je crois, et le 16 août, il était dans la cage de l'UFC. Il était à Las Vegas pour les Contender Series. Il passe à Chicago 4 jours après pour combattre. Donc il y a du décalage horaire, il y a une prépa, il y a une tension à gérer. Il a assumé la tension. En plus, il y avait Shimaev qui était en combat principal de cette UFC. Il était très proche de lui et du coup, ça rajoutait aussi de la lumière, ça pouvait rajouter de la pression. Il a assumé le storytelling qui était placé autour de lui et pour l'instant, il a fait le boulot. Alors pareil, hein, c'est la story que j'ai aimée. C'est pour ça que je le mets en combattant de l'année, parce que je pense que c'est une story qu'on retiendra plus dans les années à venir que celle d'Ateba Gauthier qui a mis 3 victoires avec des finishes impressionnants. Mais voilà, pour moi, l'année de Baysangour Soussourkiaev est très forte. Il reste invaincu pour l'instant avec 11 victoires, 0 défaite en carrière, et donc une première. C'est même pas une année complète, hein, finalement c'est 4-5 mois à l'UFC pour Baysangour Soussourkiaev, qu'on reverra forcément en 2026 dans l'organisation. On passe au meilleur espoir. Alors là, on va pas faire de vote, on voulait souligner, comme on est sur les prospects, on voulait souligner un nom qui a brillé sur MC Sport notamment, et malheureusement il n'était pas sur MC Sport pour son dernier fight, mais c'était au KSW, Soel Kaouchen, qui était l'invité du AMC Fighter Club. Baba, tu l'as reçu avec Anto il y a quelques semaines. 2 victoires au KSW et des débuts pro très prometteurs pour lui, et on espère que ça va pouvoir confirmer dans les années qui viennent. En fait, quand on parle de meilleur espoir mondial, je pense que Soel Kaouchen, il remplit cette case-là. C'est-à-dire qu'un combattant de seulement 18 ans, qui a atteint ce niveau déjà de combat en professionnel, qui a choisi, contrairement à beaucoup de monde ces temps-ci, de squeezer la partie amateur, parce qu'il comprenait que ça lui allait pas, d'aller en pro et de faire ces performances-là, surtout la deuxième en date, hein, où franchement il a roulé sur son adversaire, ce qui lui a mis en 3 minutes de combat, t'as l'impression qu'ils ont combattu 10 minutes. Oui, on l'a reçu, oui, c'est quelqu'un de très sympathique et tout son entourage. Il n'empêche que quand tu te demandes qui pourra être une star du MMA dans 4-5 ans, moi je vois Soel Kaouchen. C'est juste un espoir exceptionnel du MMA. Il a tout pour, en tout cas. Il a tout pour, que ce soit dans et en dehors de la cage.
Pour moi, ça peut devenir une icône aussi en termes de niveau intrinsèque. Quand tu le regardes combattre, il n'y a pas besoin d'être un expert pour très vite comprendre que ce Will Kauchen, c'est très très fort, c'est très très haut niveau. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans son passage en professionnel, c'est la maturité qui dégage, la façon dont il se déplace, la façon dont il va installer son jeu et de la façon dont il va installer sa domination sur son adversaire. C'est-à-dire que Will Kauchen, cette année, c'est 2 combats professionnels. Alors oui, une carrière amateur, un background aussi dans d'autres arts martiaux, mais c'est qu'il combat comme s'il avait déjà 20 combats professionnels. Ouais. C'est ça qui m'impressionne, moi. C'est fou. Ouais, Soel Kauchen à suivre de très très près, beaucoup d'années encore, et déjà au KSW, donc dans certainement la plus grosse organisation européenne actuellement, et on va le suivre de très très près sur MC Sport. On passe à la prochaine catégorie avec la plus grosse surprise de l'année cette fois-ci. Voici les 4 nommés. Ankalaev contre Pereira 1, évidemment. Allen contre De Ridder. Ewing contre Wellmaker et Barcelos contre Talbot. Baba, je crois que tu vas encore déjouer, défier la vie des fans et des votants avec ton avis. On t'écoute. Non, pour moi, même si la victoire d'Ankalaev est une surprise en soi, Ankalaev, c'est quand même pas le premier venu. Non, la victoire de Barcelos sur Peyton Talbot, pour moi, elle est bien plus surprenante parce qu'ils sont pas du tout au même stade de leur carrière. Barcelos, c'est un vétéran, c'est un ancien, tu vois, du game qui roule sa bosse. Et Peyton Talbot, on le voit très loin, on le voit très haut en fait dans son futur. Tout le monde lui voit un futur très brillant. Et l'UFC en premier, hein. C'est pour ça qu'on le pousse assez rapidement quand même. Et Barcelos, il est venu un petit peu gâcher la fête, momentanément en tout cas. Et je crois même qu'en termes de bookmaker, c'est un des plus gros, C'est un des plus gros upsets upsets de l'année. Hein. Ouais, de ces ok. dernières années même. Ouais, Ouais. donc ouais, voilà, pour moi, c'est une plus grosse surprise, ouais, clairement. C'est vrai que tout à l'heure, on le disait pour Salkild aussi sur Akparast. Akparast, c'est aussi un nom, c'est un mec qu'on connaît. Il y a parfois des noms que, franchement, on les connaît pas trop parce qu'ils combattent souvent en pré-prélims ou des Akparast. Réussir cette perf comme il l'a fait, c'est quelque chose. Et là, je trouve que ça rejoint assez ça pour souligner ce nom de Barcelos qui bat quand même Talbot qu'on attendait beaucoup. Yas, qui est-ce que tu désignes? Quel combat désignes-tu comme étant la surprise de l'année à l'UFC? Et ben cette fois, je vais être d'accord. Ça va être aussi Barcelos enfin. contre Peyton Talbot. Enfin, et oui, il en faut bien C'est la moins. première fois que vous êtes d'accord là sur. Je crois, hein. C'est possible. Mais hein. c'est tout le temps comme ça. Hein. Tant mieux, ça amène du débat. Ouais, pour moi, c'est Barcelos aussi sur Peyton Talbot. Il y a forcément à prendre en compte les cotes qui étaient impressionnantes, qui étaient vraiment en faveur de Peyton Talbot, qu'on voyait, encore une fois, je le répète, très loin. Très gros prospect, un des combattants qui a été le plus poussé par Dana White, je pense. Tout à l'heure, tu parlais de Baysangour Soussourkaev, c'est peut-être le dernier combattant qui a été poussé autant depuis Peyton Talbot par Dana. Le problème, en fait, le truc dans ce combat, c'est qu'il le domine de A à Z. C'est-à-dire que c'est un 30-27. C'est pas une décision partagée qu'il est allé chercher au cours d'une guerre où on s'est dit, OK, Non, il l'a vraiment dominé, il l'a maîtrisé. Peyton Talbot, il n'arrivait pas à se relever, il était impuissant, quoi. Ouais. Peyton Talbot donc contre Barcelos, c'est pour tous les deux la plus grosse surprise de l'année qui a été récompensée par seulement 9% des votes du public ici chez AMC Sport. Ewing contre Wellmaker 13%, Allen De Ridder 27% et très large vainqueur Ankalaev Pereira 1 à 51%. De mon côté, je vais un peu suivre le sens du vent. J'hésitais entre le 1 et le 2 parce que pareil, je prends en compte le contexte et ce qu'on imaginait de ces combats-là. Mais je vais quand même souligner, parce que j'ai envie d'en reparler un petit peu, juste le Allen contre De Ridder. Parce que De Ridder, ça aurait été mon autre choix. De Ridder, c'était annoncé comme une demi-finale mondiale. Il devait combattre contre Fluffy Hernandez. Fluffy Hernandez est out. On se dit, tiens, c'est Brendan Allen qui arrive. Ça va être encore plus facile pour lui parce qu'on voyait déjà De Ridder. Enfin, je veux dire, dans l'ensemble, il est annoncé comme le prochain challenger à la ceinture des moins de 84. Finalement, Allen, il a roulé sur De Ridder complètement. Et là aussi, même si c'était un short notice pour les deux, Allen, il a fait juste un combat dingue. Et pour moi, c'est quand même la surprise de l'année parce que tu viens complètement péter les jambes d'un mec qui était déjà propulsé et qui était vu comme un contender à la ceinture. Ouais, il était dans une demi-finale mondiale et t'avais même l'impression qu'il rentrait avec un avantage aux yeux du public dans cette demi-finale par rapport à Nassourdine qui était face à Borralho. Pas de notre côté, hein, pas du côté français bien évidemment, mais du côté plus international. Moi, de ce que je voyais, c'était comme De Ridder, il est spectaculaire, il finit les mecs. Du coup, peut-être que si lui gagne, c'est lui qui aura la chance pour le titre. Et même les spécialistes, Cerudo, tout ça, j'ai pas oublié leur tweet où dans leur tête, c'était clair que ce serait De Ridder. Sauf qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. Et Allen, il m'a impressionné. C'est vrai qu'il m'a impressionné parce que perso, je le voyais pas passer De Ridder malgré tout.
Allen, je trouve que c'est un bon combattant, mais je le voyais pas à ce niveau-là. Donc ouais, moi, c'était mon autre choix. Et merci à Allen et à De Ruyter du coup de mettre encore plus la performance de Nassourdine Imavov contre Allen en exergue quand on a vu ce qu'il a réussi à Parfait. faire à De Ruyter. C'est parfait pour le storytelling français et par rapport à ce que mérite Nassourdine Imavov sur ce qu'il a fait sur ces dernières années à l'UFC. C'est effectivement parfait. À noter que De Ruyter, il est repassé 8 de la catégorie. Donc maintenant, voilà, il va gentiment, je pense, l'UFC a gentiment envie de le pousser un petit peu vers les tréfonds les très bas du classement des moins de 84 kilos. On passe au meilleur combattant français de l'UFC. Bon, je pense que là, le suspense, il est mesuré. On vient de parler d'un nom. On risque de le retrouver dans les votes de tout le monde. En tout cas, je crame le suspense tout de suite avant de te demander, parce que là, je pense que le débat, il est quasiment pas mérité. Nassourdine Imavov, combattant français de l'année par les votes du public à 61%. Le deuxième, c'est Benoît Saint-Denis à 34%. Fares Ziam, quatrième, à seulement 4%. Et Manon Fiorot à seulement 1%. Faut pas trop tenir compte, je pense, des pourcentages très faibles, parce que c'est normal que Nassourdine Imavov cannibalise Exactement. une énorme partie des votes sur cette année 2025. Et donc, pour toi, Baba, et je pense pour toi, Yas aussi, c'est le combattant de l'année 2025 chez les Français à l'UFC. Ouais, je vais laisser plus Yas développer, parce que moi, j'ai quand même pas mal développé hier dans le Sunday. Je vous invite à regarder l'émission sur YouTube, elle est dispo en replay. Pour moi, c'est le meilleur combattant français actuel. C'était déjà le meilleur combattant en 2024, vu l'année qu'il avait fait. C'est le meilleur combattant en 2025. Il a 2 victoires excellentes. Il est devenu le propriétaire de la meilleure victoire d'un Français en MMA, en mettant KO Izzy Adesanya. Donc voilà, je te laisse la parole, Yas, mais pour moi, c'est clair, net et précis. Nassourdine Imavov est le meilleur combattant de MMA français actuel. Comme tu l'as dit, Charles, est-ce qu'il y a vraiment un débat? Nassourdine Imavov, meilleur combattant français de l'année, évidemment, qui aura logiquement sa chance pour le titre. On espère que ça va tomber très prochainement. C'est la plus belle victoire, la plus grande victoire d'un Français à l'UFC. Pas le plus grand combat, mais la plus grande victoire. Et puis avec la manière. Ouais. J'ai revu récemment le plan aérien du KO. Je ne sais pas si vous l'avez vu celui-là. Ouais, j'ai vu. Ouais. La vitesse Super, ça va à trop laquelle vite. il déclenche Nassour, c'est impressionnant. Ouais. Et ce qui est ouf, c'est que dans les moindres détails, Nassourdine, c'est complet. Parce que même si cette droite, elle connecte pas, c'est-à-dire que même si Il y a le Izzy crochet. l'encaisse, bon, c'est utopique, hein, mais même s'il l'encaisse, il y a quand même le crochet ensuite qui suit. Ouais. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, Nassourdine, il était rodé. Voilà, son année, elle est exceptionnelle. Il prend ce combat à Paris en main event. Il vient nous régaler alors qu'il n'est même pas obligé de le faire. Mention spéciale aussi aux autres combattants français, notamment Benoît Saint-Denis Ouais, et Fares Ziam. C'est une très belle année Des pour années le MMA exceptionnelles. français. Année Voilà. exceptionnelle. Mais Nassourdine Imavov, aujourd'hui, il est un débat. En fait, Nassour, il est dans la discussion du combat de l'année tout court, du combattant de l'année C'est tout ça, court. ouais, c'est clair. Bah nous on l'a. Alors, il apparaît aussi, je crois, pour les fans américains. Je sais plus si c'est sur UFC ou sur Tapology, mais je crois Ouais. qu'il est 7e. Donc, s'ils le mettent 7e, tu vois, c'est que ça vaut un 4e, hein, parce que pour que Enfin, eux, ça vaut au top 3. pour que eux, voilà, ça vaut limite un peu, Bah oui. parce que pour qu'eux ils le mettent Voilà, dans tu vois. le top 10 en tout cas du combattant de l'année, C'est à ce point-là, voilà. ça veut dire quelque chose de la part du public américain. Juste sur l'aspect plus global du MMA FR en 2025, est-ce qu'on a connu la plus belle année de l'histoire de notre pays dans ce sport? On rappelle 2 title shots, Cyril Gane contre Aspinall, no contest, Shevchenko qui bat Manon Fiorot en mai, défaite à la décision de Manon, et puis Fares qui rentre dans le top 15, Benoît Saint-Denis qui prend 2 victoires R2 contre Prépolek et Ruffi, qui prend une victoire en 17 secondes contre Dariush. Est-ce que c'est la plus belle année qu'on ait connue pour notre pays dans ce sport? Bien sûr, dans la victoire comme dans la défaite, c'est l'année la plus importante qu'on ait eue, puisqu'on a on a pléthore de combattants au plus haut niveau, que ce soit à l'UFC ou que ce soit en dehors de l'UFC. Les combattants montent de plus en plus. On a des combattants classés, on a des combattants qui sont en position de combattre pour le titre. Il y en a 3, ce qui est énorme. Donc on est une place forte du MMA. C'est l'année où on s'est imposé comme un pays sur lequel il fallait pas rigoler. Et enfin, parce que je l'ai répété à longueur de Fighter Club, c'est pas d'hier. On a un pays de combat et on a un pays de combat fort. Ouais. On a dominé le pied-point. C'est pas, on vient pas de nulle part en fait. Et même en grappling, on a fait beaucoup de résultats. Les Français ont fait beaucoup de résultats en grappling à l'échelle mondiale. Donc c'est juste normal. C'est juste et c'est que le début. J'ai envie de dire, c'est que le début. Vous allez voir 2026, ça va pas rigoler. Allez, pour toi aussi, je pense qu'il n'y a pas débat, meilleure année 2025, quoi qu'il arrive, de l'histoire du MMA FR. Ouais, on tient une génération dorée de combattants et on tient, je pense, une période dorée plus globalement du MMA en France. On est un pays de combat, on excelle dans toutes les disciplines martiales. Aujourd'hui, on a beaucoup de combattants qui performent au plus haut niveau
Et ce qui est fou, c'est que 2026 s'annonce d'autant plus impressionnant. C'est-à-dire qu'on a Cyril Gane qui va avoir une nouvelle chance pour le titre, Nassourdine qui devrait avoir une nouvelle Si chance. toutes les planètes elles sont alignées, on peut en avoir 4. Et en dehors de On peut l'UFC avoir aussi. Benoît et on peut avoir aussi Manon. Et en dehors En de tout cas, l'UFC, c'est l'UFC. fou aussi. On regarde le rayonnement du public. Vous avez vu avec notamment le PFL et tout le public américain et les gros journalistes, notamment Ariel Helwani, qui a dit que le PFL avait tout intérêt à organiser tous ces événements en Ils ont France. dit ça, Le carrément. public français qui a encore choqué à Paris, Ouais. à Bercy. Ouais, Enfin, on est au pic. On tient une période dorée du et MMA l'envie français. d'Dana White aussi de potentiellement visiter d'autres villes en France, d'organiser des numérotés à Paris. Donc plein de choses, plein d'optiques qui s'ouvrent aussi pour la France. En MMA et à l'UFC. Allez, dernière catégorie qu'on voudrait récompenser qui avait été soumise au vote du public, celle du meilleur combattant hors UFC, justement à l'international, pas seulement français. Les 4 qui avaient été proposés, c'était Magomed Rassoul, Gassanov, Dakota Ditcheva, Ousmane Nurmagomedov et Saladin Parnasse. Pour qui est-ce que vous voteriez parmi ces 4 ? Et il y en a d'autres qui, je pense, vont aussi rassembler nos avis à tous les 3 ici autour du plateau. Baba, on t'écoute. Bah, je peux plus voter pour un des 4. C'est le que- truc, c'est Parce que que t'en as un qui s'impose, qui en voilà, j'en ai un. J'en ai reparlé hier au Sunday que Parnasse, de toute façon, dès l'instant où il combat, à mon avis, tu dois au moins le nominer. Après, tu votes pour lui ou pas, ça c'est toi qui vois, mais c'est juste un des meilleurs combattants de MMA en dehors de l'UFC, tout simplement. Maintenant, il y a un Belge que j'ai interviewé pendant une bonne heure, qui s'appelle Patrick Abiroa et qui a fait une année exceptionnelle. 3 victoires par KO. Ça monte crescendo, ça bat 2 anciens de l'UFC. Avec la pression qui va avec, une fois devant son public, mais alors, c'est même pas un public, je sais même pas comment je peux qualifier ça en Belgique, c'était un cop. Et ça met une grosse pression, et lui, visiblement, la pression elle glisse sur lui. Derrière, à Lyon, c'est la même chose. Il combat un Français, Kevin Jousset, et pourtant, il y a pas mal de monde qui est venu pour voir Abiroa. Et ça fait KO dans la première reprise, impressionnant. Donc voilà, moi je pense que mon vote il va à lui, même s'il y a un Français que j'aime beaucoup, je vais le mentionner tout de suite, comme ça au moins ce sera fait, c'est Barissa Diguzel. Moi ce combattant-là, je suis fan. Ouais. C'est un 3 victoires, combattant aucune défaite et exceptionnel. défense titre hexagone. Et puis Voilà, il est exceptionnel. Je pense qu'on a vainqueur un, au PFL Europe. on a un vrai puncher, Ouais. puncher bleu Ah, je blanc rejoins rouge, tout à fait. Mention, Je kiffe. mention très spéciale à Barissa et on le Diguzel. verra très haut et voilà. Ouais, je crois que Barissa Diguzel, c'est aussi un de tes combattants préférés, carrément. Yas et simplement Patrick Abiroa, évidemment, le Baba Versus, première de la version RMC Sport qui est encore disponible et qui sera toujours disponible sur YouTube RMC Sport, qui marche très très bien avec un format qui plaît beaucoup et des épisodes qui arriveront aussi dès janvier On avec beaucoup de surprises. On l'espère pour cette année 2026, c'est ce format de Baba Versus. Yas, pour toi, est-ce que tu voudrais mentionner un des 4 entre Gassanov, Ditcheva, Nurmagomedov et Parnasse, ou est-ce que tu préfères sortir aussi un tout petit peu du rang? Bon, je vais t'en sélectionner un des 4 quand même, on va faire plaisir au public. Ouais. Je vais mentionner Ousmane Nurmagomedov, voilà, parce que pour moi, ses oppositions avec Paul Hughes, c'est sûrement ce qui s'est fait de mieux en termes de match-up hors UFC, en termes de niveau proposé. Il s'impose dans les 2 combats, donc je suis obligé de lui donner pour le coup. Très bien. Avec Ousmane Nurmagomedov, donc 26% des votes du public. Saladin Parnasse très très loin devant, 66% des votes du public. Dakota Ditcheva, 7%. Et Magomed Rassoul Gassanov, 1% des votes du public. Bon, pour Parnasse, il faut quand même souligner l'année. En fait, je me dis forcément, bon, là on ne peut pas éluder le fait que ce soit le public français qui vote et donc que Saladin Parnasse soit autant devant. Simplement, c'est vrai qu'il est le plus grand champion, le champion le plus dominant de l'organisation numéro 1 en Europe. Et donc, le mentionner par rapport à son statut de champion, il a fait qu'un seul combat en 2025 en MMA, puis il est allé en boxe anglaise. Ce qui est récompensé là, c'est avant tout sa popularité et son talent brut qui s'exprime à chaque combat, mais il n'a pas eu assez d'activité pour être le combattant hors UFC récompensé en 2025, je pense. Voilà, ça n'aura pas été mon vote. Comme je dis, il doit apparaître dans les mentions à chaque fois, en tant que mention honorable par exemple, parce que c'est l'un des 3 meilleurs combattants du monde dehors de l'UFC. Il a choisi de poursuivre son rêve en anglaise et avec succès, et c'est tant mieux pour lui. On va pas se cacher, parce qu'on ne sera jamais dans le Fighter Club. Il génère beaucoup de frustration, ça là. On le voit dans les commentaires, on le voit dans ce qu'on poste. Yas, tu le vois, hein, toi qui pas mal, qui poste beaucoup sur les réseaux pour nous. On sait que ça génère de la frustration, que ça génère. Tout le monde veut le voir à l'UFC.
Donc c'est compliqué les commentaires autour de lui. Maintenant, de voir que sur plus de 4000 personnes, il y a 66% qui votent pour lui, ça veut dire aussi qu'il a beaucoup de fans, C'est énorme. qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ce qu'il fait. Et je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est bien quand même que les gens arrivent à comprendre que c'est juste un gamin d'Aubervilliers qui essaye de vivre ses rêves et qui le fait au plus haut niveau. Il est trop fort, quoi. Ouais, il est trop fort. Et du coup, de mon côté, je vais choisir. J'ai du mal entre Patrick Abirora, où tu m'as effectivement convaincu, et lui aussi a fait le boulot pour convaincre tout le monde, et Salah-Eddine Parnasse. Et pour terminer, je vais faire un 50%. Voilà, entre Salah et entre Patrick. Bon, ok, allez, je choisis Salah-Eddine Parnasse. Je choisis Salah-Eddine Parnasse parce que, quand même, Salah, il fait parler beaucoup de lui. En fait, c'est ça, son talent. On aimerait le voir dans des ligues plus majeures, même si le KSW est une ligue majeure, mais dans des ligues, on aimerait le voir à l'UFC tout simplement, et c'est ce qui nous frustre, mais son talent s'exprime à chaque fois, et c'est ça que je vais récompenser pour Salah-Eddine Parnasse. Je vous résume très rapidement en essayant de m'y retrouver dans mes notes les votes du public. En tout cas, Islam Makhachev qui a été désigné combattant de l'année, la meilleure combattante de l'année, c'est Valentina Shevchenko. Le plus beau KO de l'année, c'est Rufi contre Green. La plus belle soumission de l'année, c'est Makhachev sur Moïcano. Le plus beau combat de l'année, c'est Dvalishvili contre Yann. Le plus gros prospect de l'année, c'est Ateba Gauthier pour les votes du public. On enchaîne sur la plus grosse surprise de l'année qui a été décernée à Ankalaev qui bat Pereira 1 au mois de mars. Meilleur combattant français à l'UFC, Nassourdine Imavov, et meilleur combattant hors UFC, Salah-Eddine Parnasse. Voici pour les votes, et si vous voulez retrouver nos avis à nous au bord, autour de la table, eh bien vous pouvez réécouter ce numéro du RMC Fighter Club. Évidemment, pour terminer les gars, juste un petit mot sur peut-être des coups de cœur, des coups de gueule, que ce soit à l'UFC, dans le MMA en règle générale. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez souligner avant de terminer ce RMC Fighter Club, Baba? Ouais, juste un petit coup de cœur rapide, c'est Dustin Poirier. Je l'ai dit hier dans le Sunday, je le redis aujourd'hui. La retraite d'un de mes combattants préférés. Une légende du game, tout simplement. Donc, j'espère que c'est une retraite qui tiendra. J'ai envie qu'elle tienne pour lui, mais c'est un super personnage. Et mon coup de gueule, il est très simple. On va débuter l'année avec des combattants qui combattent pour le titre et ça devrait pas être eux. Donc ça m'agace profondément. Mais bon, on sera là pour analyser tout ça et on en dira beaucoup plus dans les Fighter Club associés. Mais voilà. À un moment, je sais que la méritocratie, c'est un business, etc. Vous n'avez pas besoin de m'apprendre ça, je le sais très bien. Mais doucement quand même, faut pas abuser. Bon, j'enchaîne Yas parce que ça va rejoindre aussi sur ce qu'a dit Baba par rapport à son coup de gueule. Moi, je veux quand même ressouligner l'année du MMA français. C'est une vraie montée en puissance. Il y a des personnages qui s'imposent, et par rapport à leur charisme et par rapport à leur niveau dans la cage, que ce soit l'UFC et ailleurs. Et donc ça fait plaisir, avec notamment les organisations françaises aussi qui font sortir des mecs, notamment Hexagone MMA, qu'on a le plaisir de vous proposer sur RMC Sport, et puis même chez Ares, même si c'est pas chez nous, on est obligé d'en parler avec Jordan Zebo, qu'on n'a pas mentionné, qu'on aurait pu mentionner, qui est la surprise de l'année, qui est la surprise de l'année, qu'on a reçu au RMC Fighter Club, qui est un mec qui est, je pense, alors il a été un petit peu mêlé dans cette histoire de je vais m'entraîner avec les nerds, etc. Mais je pense que c'est un mec qui effectivement est assez décorrélé de tout ça, qui a sa vie à côté et qui combat parce qu'il aime ça, et c'est un mec très très bien, et c'est mon award de mon invité préféré de ouais, il a été vraiment plein d'humilité, et on l'avait reçu, on s'est dit putain, il a quand même une froideur, un détachement par rapport à tout ça qui pourrait le propulser très haut, et ça s'est confirmé à l'ARES. Et ce que je voulais dire aussi, on en discutait vite fait hier, Baba, mais c'est par rapport, tu le disais, à ces combattants qui vont pas forcément avoir leur chance alors qu'ils la méritent à l'UFC cette année. Et c'est aussi parfois ces décisions de l'UFC de faire venir des mecs un peu trop tard. Exemple Patchimix, qui est arrivé cette année à l'UFC, ça a été un flop. Et finalement, Patchimix, voilà pourquoi quand même, malgré tout, même si ça y est, on sait que leur moment est passé, continue à les signer en se disant tiens, on va faire signer des noms plutôt que de donner leur chance à des gars qui vont avoir plus de talent et plus de futur. Ça aurait pu se confirmer autrement, et il aurait pu confirmer tout ce qu'il avait fait précédemment, Patchimix. Mais voilà, c'est un peu mon coup de gueule en disant réfléchissez aussi parfois avant de signer des mecs, parce que ça se traduit pas toujours positivement dans la cage, et donc ça rejoint un petit peu ce côté matchmaking qu'il faut à certains moments recadrer un petit peu, peut-être sans donner de leçons évidemment à l'UFC, mais on verra si ça change avec les pay-per-view qui ne seront plus normalement au cœur des cartes qui seront montées par l'UFC, puisque c'est terminé avec ESPN et le pay-per-view, et c'est désormais Paramount qui proposera aux USA les cartes de l'UFC pour un prix fixe d'à peu près $15 par mois. Ça changera beaucoup de choses. Yas, tu voulais souligner un dernier truc avant qu'on termine, ou tout va bien? Non, je vous rejoins. Baba a voulu me faire pleurer en évoquant la retraite de Dustin Poirier. J'espère aussi qu'elle va tenir et qu'il ne reviendra pas, même si ça sent le Zuffa Boxing, on va pas se mentir. Ça sent le Zuffa Boxing à mort, mais bon.
Et voilà. Très bien les gars, et ben merci d'avoir été à mes côtés pour cette dernière du RMC Fighter Club en 2025. On va essayer de faire encore plein de beaux trucs, Baba, en 2026. Ouais, clairement en 2026, franchement, on va continuer. En tout cas, merci à vous tous vraiment pour le soutien, pour les messages constants qu'on reçoit, la force. Vous faites kiffer, c'était une année charnière. J'ai une grosse pensée à mon Herbie à qui je fais un gros bisou. On l'embrasse. Il nous a légué un bébé qu'on essaie de faire vivre, de faire grandir. Et j'espère qu'il est content de l'héritage. Et on vous embrasse, vous tous qui nous écoutez tout le temps. Ouais, on vous embrasse évidemment, on vous remercie pour la force, pour le soutien, pour le suivi sur toute cette année 2025 et comme c'était le cas avant aussi avec notamment Herbie qu'on embrasse. Merci à toi Yas d'avoir été avec nous. Merci à Anto aussi qui a intervenu régulièrement dans le RMC Fighter Club et à tous ceux qui bossent dessus. Ça a été ce dernier épisode pour toi? Ouais, super. Hyper content de finir l'année avec vous sur le RMC Fighter Club. Merci, merci Yas, c'était un vrai plaisir. Tous les réals, Arthur, Flavien, évidemment. Arthur nous a pas trop engueulé cette année, ça va. Non, même là sur ce dernier épisode, il nous a pas trop engueulé. Il est resté calme. Je crois que c'est les vacances pour tout le monde. Voilà, on est bien, on est détendu. On espère que ça sera ressenti dans ce dernier numéro du RMC Fighter Club. Merci évidemment donc à Arthur Robert, aux manettes de tout ça, Flavien Ziolkowski qui est très souvent à la production aussi avec nous. Merci aujourd'hui à Kevin Pogam qui était à la réalisation. Continuez à nous donner de la force un maximum. On va essayer de vous proposer plus de sujets, plus d'invités, plus de rubriques aussi, pourquoi pas. On va en parler avec toutes les équipes du RMC Fighter Club. Évidemment, on se retrouve avec beaucoup de plaisir en 2026. Bonne fête de fin d'année, bon début d'année à toutes et à tous aussi. Si vous nous écoutez en 2026, c'est possible. Ces awards seront assez intemporels, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et on se retrouve donc en 2026. Ciao. RMC Fighters Club.